Bonjour à tous. Je suis Eric Mariotte, donc je suis membre de la commission des référentiels et de l'évaluation de la SRLF et je travaille dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris. J'ai eu le plaisir de co-organiser les recommandations formalisées d'experts sur l'exacerbation sévère d'asthme. Ces RFE ont été pilotées par la Société française de médecine d'urgence avec la participation du groupe français de réanimation et d'urgence pédiatrique. Elles ont été élaborées selon la méthode GRADE qui consiste à demander à des experts du sujet de répondre à des questions précises sur la base d'une analyse rigoureuse et interprétative de la littérature disponible. Cette analyse permet d'obtenir le niveau de preuve des recommandations qui est soit fort, soit faible, soit avis d'expert s'il n'y a pas de données dans la littérature. Ces réponses sont ensuite discutées et reformulées par l'ensemble du panel d'experts pour aboutir à un accord qui est soit fort, soit faible, selon le nombre d'experts pleinement d'accord avec la formulation. En l'absence d'accord, la proposition n'est pas retenue et donc n'apparaît pas dans la RFE. Donc je vais assurer la modération de ce webinaire. Vous pouvez à tout moment poser des questions de manière anonyme via l'onglet questions de l'application et puis nous avons prévu des pauses dans la présentation où nous tenterons d'y répondre. C'est le professeur Nicolas Terzi de Grenoble qui a coordonné les experts SRLF et qui va vous présenter ces RFE. Je lui passe la main tout de suite. Merci beaucoup Eric de cette présentation. Merci à la Société de réanimation de langue française de m'avoir proposé d'animer ce webinaire aujourd'hui sur en effet les recommandations formalisées d'experts concernant l'exacerbation sévère d'asthme. Comme vous l'avez dit Eric, il y a eu une méthodologie qui a suivi la méthodologie GRADE et qui est en fait le résultat du travail des deux sociétés savantes que sont la SFMU et la SRLF et également du groupe français de réanimation d'urgence pédiatrique. Alors, tout d'abord, en fait, juste en préambule, rappeler que l'asthme est une maladie chronique qui concerne près de 300 millions de personnes dans le monde, 30 millions en Europe, et qu'on entend par exacerbation le déséquilibre de la maladie asthmatique. Et l'exacerbation sévère est quant à elle définie par un bronchospasme particulièrement intense. Toutefois, cette définition dans la littérature est non consensuelle et elle est parfois très diverse en fonction des différents papiers de la littérature. On a décidé dans cette recommandation formalisée d'experts de parler d'exacerbation sévère d'asthme à partir du moment où l'exacerbation d'asthme était susceptible de mettre en jeu le pronostic vital et où qu'elle nécessitait une prise en charge urgente. Et donc, vous verrez que tout au long de cette recommandation formalisée d'experts, nous avons éliminé la terminologie d'asthme aigu grave, qui était une terminologie qui n'avait pas de définition consensuelle non plus. Donc, il y a une partie pédiatrique que nous ne traiterons pas au cours de ce webinaire, puisque je ne suis pas pédiatre et je laisserai aux pédiatres l'occasion de présenter les spécificités pédiatriques. Ces recommandations formalisées d'experts ont fait l'objet de 21 recommandations au total entre les recommandations adultes et enfants, 4 recommandations fortes de grade 1, 7 recommandations faibles de grade 2 et 10 recommandations d'experts. Toutes avaient 100% d'accord fort après 2 tours de cotation et un retravail de la réponse à la question initiale, voire de la question posée initialement. Le premier champ qui a été traité, c'est celui du diagnostic et des éléments du diagnostic positif. Alors, je vais vous solliciter pour un premier quiz. Donc, vous avez 20 secondes pour répondre à la question et les réponses peuvent être simples ou multiples. La première question est donc la suivante. Quels sont le ou les critères de sévérité à rechercher? Et je vous laisse répondre à la question. Nicolas, je crois que le diaporama n'a pas commencé. Est-ce qu'il est lancé sur ton écran? Ah oui. Alors.
Alors, voici donc les réponses au sondage. Donc, un traitement par corticoïde dans l'année. Une grande partie d'entre vous répondent oui à la question. Et puis, l'hospitalisation en réanimation, l'âge supérieur à 70 ans. Donc, les bonnes réponses étaient l'hospitalisation en réanimation, l'âge supérieur à 70 ans et les arguments en faveur d'une pneumopathie. Il est vrai que le traitement par corticoïdes est un élément de sévérité à rechercher, mais pas des corticoïdes dans l'année, mais plutôt des corticoïdes récemment introduits ou une augmentation du traitement par bronchodilatateur. Alors, en effet, les experts ont répondu à la question qui était celle de savoir pour les patients présentant une exacerbation d'asthme, quels sont les critères de sévérité à rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique initial et qui étaient associés à un surrisque de mortalité ou d'une admission en réanimation. Et les différents éléments à rechercher, que ce soit à l'interrogatoire ou à l'examen clinique, sont les antécédents d'hospitalisation en réanimation. C'est un des critères qui est retrouvé dans plusieurs études observationnelles. Le recours à la ventilation. Oui. Je suis désolé de te couper à nouveau, excusez-moi. Le diaporama ne passe pas, il s'est arrêté, il faudrait le relancer. Alors, pourtant, moi, je le vois apparaître, en fait. Là, Euh, voilà, à là, nouveau, on est à la question 10, là. La diapositive 10. et donc là, vous la voyez. Oui. D'accord. Bon, alors, voilà. Donc, les critères à rechercher sont les antécédents d'hospitalisation en réanimation, le recours à la ventilation mécanique pour une exacerbation sévère d'asthme. La prise récente de corticoïdes oraux est en effet quelque chose d'important, mais dans les semaines qui précèdent ou les jours qui précèdent et pas sur une période aussi longue que dans l'année. La consommation importante ou croissante de bêta-2-mimétiques. L'âge supérieur à 70 ans, c'est une étude observationnelle récente japonaise qui montrait qu'en effet, les patients asthmatiques âgés avaient une surmortalité. Et puis des éléments cliniques qui sont la difficulté à parler, les troubles de conscience, l'état de choc, la fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute ou l'existence d'arguments pour une pneumonie infectieuse. Et ces éléments sont facilement recherchables par l'interrogatoire et également par nos collègues de la régulation du SAMU. La deuxième question que je vous pose est la suivante. Quel est ou quels sont les examens paracliniques à réaliser lorsque vous avez un patient avec une exacerbation sévère d'asthme? Vous avez 20 secondes. Alors, donc je vois les réponses. La grande majorité d'entre vous font un gaz du sang, une radiographie thoracique, la numération formule sanguine pour la moitié, et puis quelques-uns vont faire le BNP et un électrocardiogramme. Je vais vous montrer ce qu'ont répondu. Donc, en fait, aucune des réponses n'était à cocher. C'était un piège. Nicolas, excuse-moi Oui. de te couper, mais on voit pas les diapos en plein écran et ça n'avance plus non plus. Alors, c'est un problème parce que pour moi, ça marche très bien. Vous les voyez là? Non, on les voit toujours pas en plein écran. Elles sont en mode onglet. Là, comme ça. Pour Là, moi, ça ne change rien. Je ne sais pas si. Voilà.
Voilà, j'ai changé l'élément. Super, c'est parfait. D'accord, ok. Très bien. Donc, la réponse à la question était donc aucun examen complémentaire. Et en effet, pour des patients présentant une exacerbation sévère d'asthme en situation d'urgence, à la question faut-il réaliser des examens complémentaires, les experts ont répondu la réponse suivante, c'est-à-dire qu'il faut probablement réaliser une radiographie thoracique et des gaz du sang en cas de doute diagnostique uniquement ou en cas de non-réponse au traitement. Dans une prise en charge initiale, il n'est en aucun cas nécessaire de faire des examens complémentaires, que ce soit la radiographie thoracique ou même le gaz du sang. Et pour ce qui est du gaz du sang, en fait, entre veineux et artériel, le gaz du sang veineux peut suffire à partir du moment où ce qu'on recherche est principalement l'hypercapnie et que pour une PaCO2, une PvCO2 supérieure à 45 mm de mercure, eh bien on est certain qu'il y aura une hypercapnie. Donc c'est pour ça que si on fait un gaz du sang, pourquoi pas ne faire un gaz du sang que uniquement veineux, ce qui est moins douloureux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire suite à ce premier champ des référentiels? Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. Sentez-vous libre. N'hésitez pas à poser des questions. Alors j'ai une question. Y a-t-il un intérêt pour le peak flow dans ce contexte? Alors, dans le contexte de l'exacerbation sévère d'asthme, le peak flow n'est pas associé à un mauvais pronostic et ne doit probablement pas être réalisé dans cette situation aussi aiguë pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent les malades sont incapables de faire un peak flow de façon correcte et d'autre part en fait il est plus irritatif qu'autre chose et donc il n'y a pas d'éléments et toutes les études observationnelles ne montrent pas d'association avec un mauvais pronostic et un peak flow bas. Donc il n'y a pas de raison de le faire. Alors une deuxième question, auquel tu as déjà un peu répondu. Faut-il faire une gazométrie artérielle pour apprécier la gravité? Sous-entendu, hypercapnie égale gravité, mais je crois que tu as déjà répondu. Ouais. Là-dessus, clairement, à la phase initiale de la prise en charge d'une exacerbation sévère d'asthme, il n'y a pas d'indication à la gazométrie artérielle. En cas de non-réponse ou en cas de doute diagnostique, pourquoi pas, sur une maladie obstructive qui ne serait pas de la pathologie asthmatique, mais en première intention, il n'y a aucune indication à un gaz du sang qui soit artériel ou veineux. Ça fait pas mieux que l'examen clinique. Ça ne fait pas mieux que l'examen clinique. On va peut-être passer à la suite du diaporama. J'ai pas d'autres questions. Très bien, donc on continue. Donc le deuxième champ qui a fait l'objet de ces référentiels, c'est le traitement pharmacologique. Et la première question que je vous pose est la suivante. Quelles thérapeutiques est ou sont recommandées en cas d'exacerbation sévère d'asthme? Vous avez 20 secondes pour répondre. Alors, je vois les réponses. Donc, la majorité propose une corticothérapie intraveineuse. La nébulisation continue d'anticholinergique pour 33%. La nébulisation continue de bêta-2-mimétique pour la totalité des participants et une injection intraveineuse de sulfate de magnésium pour la moitié d'entre vous, enfin 49%, une antibiothérapie pour 2%. À la réponse, la réponse attendue était la suivante, la corticothérapie intraveineuse et la nébulisation continue de bêta-2 mimétique. Donc nous allons voir l'argumentaire qui a été celui
des experts. Donc, pour les patients qui présentent une exacerbation sévère d'asthme, quelles sont les modalités d'administration des bêta-2 mimétiques? Donc, il n'y a pas d'intérêt à une administration par voie intraveineuse. Ça avait déjà été quelque chose qui avait été évoqué lors de la précédente recommandation formalisée d'experts, mais qui a été reprécisée cette fois-ci encore. Il faut probablement en fait préférer l'administration des bêta-2 mimétiques en nébulisation continue plutôt qu'en administration discontinue, et ce au cours de la première heure de traitement. Et chez les patients aussi bien adultes que pédiatriques, il n'y avait pas d'éléments, et là vous voyez que les grades sont élevés dans les deux cas. Pour ce qui est des anticholinergiques, le traitement anticholinergique inhalé doit être associé à un traitement par bêta-2 mimétique chez les patients adultes présentant une exacerbation sévère d'asthme, mais toutefois, il ne faut pas les administrer de manière continue, de la même façon que les bêta-2 mimétiques, et une dose unique de 0,5 mg de bromure d'ipratropium toutes les 8 heures est largement suffisante. Ça a fait l'objet d'un avis d'experts, mais en tout cas, les experts ont estimé qu'il n'y avait pas de raison d'augmenter la dose. On a par contre, dans ces cas-là, une augmentation des effets secondaires et sans pour autant de bénéfices. Pour ce qui est de la corticothérapie, en effet, cette corticothérapie doit être administrée par voie systémique intraveineuse ou par voie péros, si le patient est en capacité de le prendre par la bouche, et à la dose de 1 mg/kg d'équivalent méthylprénisolone, avec un maximum qui a été fixé à 80 mg par jour de corticothérapie IV ou péros. Concernant le sulfate de magnésium, que 49% d'entre vous ont administré, eh bien, en fait, les experts se sont positionnés pour dire qu'il ne fallait probablement pas administrer de manière systématique ce sulfate de magnésium chez les patients adultes, même si des éléments pouvaient montrer une amélioration dans certains cas. Il y a un certain nombre de données et une étude randomisée en double aveugle qui est cet essai que vous avez devant les yeux, 3-MG trial, qui montre que par rapport au placebo, le sulfate de magnésium, qu'il soit nébulisé ou intraveineux, ne montre pas de différence concernant les admissions hospitalières, les admissions en réanimation, la durée d'hospitalisation, l'évolution de la dyspnée et du débit expiratoire de pointe. La limite de cette étude est le fait que les patients les plus sévères n'étaient pas inclus dans ces essais, mais en tout cas, dans toute la littérature, même s'il y a des éléments qui peuvent montrer une efficacité du sulfate de magnésium sur certains critères cliniques, elle ne doit pas être proposée de manière systématique initiale. Après, il y a très peu d'effets secondaires, et donc on ne vous en voudra pas si vous le faites, mais elle n'est pas à recommander formellement. Et concernant l'antibiothérapie, les experts se sont accordés à dire qu'il ne fallait probablement pas administrer systématiquement une antibiothérapie au cours de ces exacerbations sévères d'asthme. L'antibiothérapie doit être réservée aux cas où la pneumopathie est suspectée, et sur des arguments qui sont des arguments cliniques, radiologiques et biologiques habituels de pneumopathie. Mais tous les essais cliniques qui ont testé le bénéfice d'une antibiothérapie, qu'elle soit à visée immunomodulatrice ou immuno-inflammatoire, ne montraient aucun élément de bénéfique par rapport à l'absence d'antibiothérapie, en dehors du cas évidemment de la pneumopathie associée. Alors, y a-t-il des questions dans l'auditoire, puisque on voit qu'il y a quand même des réponses là qui peuvent être en effet
discordante avec ce que les experts ont mis. Donc, il y a peut-être des questions. Je vous laisse poser ces questions. Allô? Alors, Oui. il y a quelques questions déjà. On nous demande, en premier lieu, est-ce que tu peux préciser le mécanisme d'action du sulfate de magnésium dans l'exacerbation sévère d'asthme? Alors, il aurait un effet bronchodilatateur. Mais il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas de données en dehors d'amélioration clinique et modérée là-dessus. Ok, il y a également des questions sur le système de nébulisation à privilégier, mais je crois que Alors, on reviendra juste après tu vas sur y le système de répondre. nébulisation. Ouais. Je peux vous Il y a dire également, que c'est également une question. Pardon, une question sur les patients qui doivent être intubés. Est-ce qu'il vaut mieux poursuivre la nébulisation ou passer par voie intraveineuse pour les bêta-2 mimétiques? Alors on le reverra également après. En tout cas, pour les patients qui sont intubés, la marge thérapeutique des bêta-2 mimétiques est extrêmement large et en fait, il faut très peu de bêta-2 mimétiques pour qu'il y ait une action au niveau bronchiolaire ou alvéolaire et donc il n'y a aucune raison de passer à la voie intraveineuse, y compris quand les malades sont intubés, ventilés. Ok, pour poursuivre sur les bêta-2, est-ce que vous recommandez une fréquence pour les aérosols au-delà de la première heure, hein? On a vu que c'était continu la première heure. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'a pas répondu formellement à la question. Probablement que, en fait, il faut essayer de continuer les aérosols le plus régulièrement possible jusqu'à temps de la levée du bronchospasme, mais notamment de l'activité des corticoïdes. On n'a pas donné de dose limite de bronchodilatateur sur 24 heures dans cette recommandation formalisée. Et Ok, il y a pas mal. Ouais. Pardon. je pense que de continuer des aérosols une fois parce qu'un aérosol c'est en gros 20 minutes, et de continuer un aérosol toutes les heures ou toutes les 2 heures dans un premier temps paraît tout à fait légitime. Après, ça sera à moduler en fonction des effets secondaires potentiels de ces aérosols qui sont la tachycardie ou l'hypokaliémie. Ok, il y a quelques questions sur les corticoïdes. Quid de la dose maximale? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire plus s'il n'y a pas d'amélioration? Aucun intérêt à faire plus que 1 mg kilo et pas plus que 80 mg, y compris s'il n'y a pas d'amélioration. La seule chose, c'est que la corticothérapie a un délai d'action qui est inhérent à sa modalité d'action, et donc il faut juste attendre qu'elle soit efficace. Donc les modalités d'administration après la première injection, c'est bien une fois par jour. C'est une fois par jour, pas plus. Ok. On me pose la question de l'intérêt éventuel de la théophiline. Aucun intérêt à la théophilie. Les nébulisations d'adrénaline? Nébulisation d'adrénaline non plus. Il n'y a pas d'effet bénéfique par rapport à une nébulisation de salbutamol. Il n'y a pas plus d'avantages. Et il y a plus d'inconvénients par contre, avec beaucoup plus d'événements cardiaques. Donc il n'y a pas de raison de. Alors il y a des questions sur la ventilation mécanique, mais je pense qu'on les prendra après. Ouais. On nous demande est-ce que la molécule utilisée pour les corticoïdes est importante? Non, on a dit 80 mg d'équivalent méthylprénisolone ou 400 mg d'hydrocortisone par jour en dose maximale, rien de plus. Et on nous demande si la présence de sulfite dans le solumédrol peut poser problème. Pas à ma connaissance.
peut-être une dernière question qui est combien de temps doit-on poursuivre les corticoïdes? Alors la corticothérapie sera une corticothérapie courte qui sera de l'ordre de 5 à 7 jours au grand maximum. Il n'y a pas de raison non plus d'avoir des corticothérapies prolongées de la même façon que dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ok, et donc il y a juste une dernière question sur une situation clinique qui peut se produire, c'est-à-dire l'apparition d'une acidose lactique dans un contexte où il n'y a pas d'amélioration respiratoire. Ouais, alors en effet, l'acidose lactique est une des complications des nébulisations répétées en fait, puisque c'est quelque chose qui est observé régulièrement, qui n'a pas d'incidence sur la nécessité d'arrêter les bronchodilatateurs. Après, s'il n'y a pas d'amélioration, il faut voir un peu pourquoi il n'y a pas d'amélioration. Est-ce que c'est la persistance du bronchospasme? Est-ce qu'il y a une cause qui n'a pas été identifiée? Voilà. Mais il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'il y a l'apparition d'une acidose lactique qu'il faut pour autant arrêter les bronchodilatateurs. Ok, bon, on va faire une dernière question toujours sur les corticoïdes. S'il y a une amélioration, on nous demande si on peut diminuer la posologie à 0,5 mg/kg au bout de 48 heures par exemple, ou est-ce qu'on termine le traitement à 1 mg/kg? Non, on peut tout à fait diminuer à 0,5 mg/kg sur la fin du traitement. Il n'y a pas de. C'est pour ça qu'on a mis une dose maximale de 80 mg qui, pour certains patients, représentera pas plus de 0,5 mg/kg. Voilà. Il n'y a pas d'effet entre 0,5 et 1 mg/kg. Le bénéfice est relativement limité, mais on préfère mettre 1 mg/kg au début de la prise en charge. On pourra diminuer dans un deuxième temps. Ok, j'ai plus de questions sauf sur la ventilation, mais qu'on va traiter secondairement. Ok, donc on continue. Le troisième champ, donc du coup, était sur les modalités d'oxygénothérapie et de ventilation mécanique, qu'elles soient invasives ou non invasives. Et donc, je vous pose la question suivante, qui nous permettra de voir la suite des recommandations. Quelle est ou quelles sont les affirmations, là où les affirmations justes, une oxygénothérapie? Je vous laisse lire et vous avez 20 secondes pour répondre. Pardon. Ok. Donc, l'oxygénothérapie au masque à haute concentration pour 41%. L'oxygénothérapie titrée est recommandée pour la grande majorité, 65%. La VNI et l'hélium pour 11%. Et puis, en ventilation mécanique, la fréquence respiratoire sera limitée pour la grande majorité d'entre vous, 70%. Donc, en effet, vous avez plutôt des bonnes réponses. On préférera en effet l'oxygénothérapie titrée, on reverra l'argumentaire, et en ventilation mécanique, en effet, là, même si ça n'est qu'un avis d'expert, puisqu'il n'y a pas d'essais qui ont regardé la façon dont étaient ventilés les asthmes aigus graves, mais la fréquence respiratoire sera limitée pour éviter l'hyperinflation dynamique notamment. Donc, concernant les modalités d'oxygénothérapie, les experts ont répondu de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il faut probablement administrer une oxygénothérapie qui soit titrée pour un objectif de saturation pulsée en oxygène de 94 à 98% chez ces patients présentant une exacerbation sévère d'asthme. Et cet argumentaire fait référence à l'ensemble des travaux actuels sur l'oxygénothérapie et sur les niveaux d'oxygénothérapie à atteindre pour
ne pas avoir d'effets secondaires. Et en effet, dans les différents essais, l'augmentation de l'oxygénothérapie pour des saturations plus importantes que celles de 94% ne montrait pas de différence, et la seule chose, c'est que du fait de l'équation des gaz alvéolaires, montrait une augmentation de la PaCO2 quand on mettait de l'oxygène en grande concentration. Concernant la place de la ventilation non invasive et de l'oxygénothérapie à haut débit, les experts n'ont pas été en capacité de proposer une recommandation pour l'utilisation de la VNI. Ce qui en ressort, c'est que en effet, il y a une augmentation de l'utilisation de cette ventilation non invasive dans les différentes études observationnelles. Toutefois, il n'y a aucune étude qui a évalué la ventilation non invasive sur des critères durs, que sont la durée d'hospitalisation, la mortalité ou même l'hospitalisation en réanimation. Et même s'il y a des études positives sur des critères cliniques, ces études sont de petits effectifs et ne permettent pas de recommander, y compris quand le malade est en échec de traitement optimal médical, la ventilation non invasive dans l'exacerbation sévère. Et donc, même si les experts n'étaient pas en mesure de proposer, ils étaient plutôt d'accord pour dire que la place de la ventilation non invasive n'était pas dans l'asthme et dans l'exacerbation sévère d'asthme. Concernant l'oxygénothérapie à haut débit nasal humidifié, il n'y a aucune évaluation à ce jour dans cette indication, et donc, a priori, elle n'est pas à recommander actuellement. Les indications de l'intubation, les experts se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait probablement intuber ces malades asthmatiques en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit ou en cas de présentation clinique grave d'emblée, comme la présence d'une bradypnée ou de troubles de conscience, ce qui va de soi et qui n'est pas très différent de ce qui avait été suggéré par les recommandations sur l'intubation, l'extubation qui étaient réalisées en 2016, si je me souviens bien. Et donc, les modalités de l'intubation sont les mêmes que les modalités d'une intubation chez un patient de réanimation, selon les recommandations de formalisés d'experts intubation-extubation. Pour ces patients intubés, quelles sont les modalités de la ventilation invasive? Eh bien, l'objectif est de prévenir la surdistension thoracique en réduisant le volume courant, en réduisant la fréquence respiratoire et en s'autorisant à ce qu'il y ait une hypercapnie permissive. Et de diminuer la pression expiratoire positive de façon à limiter la pression de plateau de ces malades et d'augmenter le débit inspiratoire pour favoriser le temps expiratoire dans la suite. Alors, concernant les modalités de sédation de ces malades, puisque c'était une des questions qui avait été posée aux experts, quelles sont les modalités de la sédation? Y a-t-il une place pour les halogénés? Eh bien, en fait, les experts suggèrent une sédation profonde avec un RASS -4 à -5 à la phase initiale, ainsi qu'une curarisation potentielle chez ces patients les plus sévères, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des patients qui ont une demande ventilatoire importante et que si on s'autorise une hypercapnie, le risque est que la ventilation invasive soit mal tolérée, et donc qu'on soit obligé de curariser ces malades. Les modalités de la sédation ne doivent pas être différentes que celles des patients les plus graves en réanimation. Et concernant l'utilisation de kétamine ou d'agents halogénés qui ont des propriétés bronchodilatatrices, eh bien, il n'y a pas de recommandations possibles. Il y a des éléments qui éventuellement sont en faveur, en effet, de ces propriétés bronchodilatatrices. Pour autant, il y a également des effets secondaires et concernant les agents halogénés, ça nécessite un équipement spécifique qui nécessite d'en avoir l'habitude. Concernant l'hélium comme gaz vecteur des nébulisations,
Il est vrai que l'hélium a des propriétés de réduction des résistances et de progression et de viscosité particulière qui en font un gaz qui potentiellement est intéressant comme vecteur des nébulisations. Toutefois, il ne faut probablement pas utiliser l'hélium comme gaz vecteur chez les patients présentant une exacerbation sévère d'asthme. Et pour ça, il y a 11 essais, une méta-analyse qui le plus souvent n'étaient pas des essais dans lesquels l'aveugle était possible et sur des critères uniquement cliniques, ce qui fait qu'il y a un très faible niveau de recommandation possible de cet hélium et compte tenu des difficultés d'approvisionnement et de stockage de ces bouteilles d'hélium, les experts ont considéré qu'il ne fallait probablement pas utiliser cet hélium comme gaz vecteur. Pour les patients qui sont maintenant intubés, ventilés, quelles sont les modalités de nébulisation? Eh bien, en fait, il y a des éléments qui sont plutôt en faveur de l'utilisation de nébuliseurs pneumatiques, que ce soit en ventilation spontanée, donc avant l'intubation, et sous assistance ventilatoire. Il n'y a pas de comparaison entre les nébulisateurs pneumatiques et les nébulisateurs à tamis vibrants, même si les nébulisateurs à tamis vibrants ont tendance à réduire les particules et à faire en sorte qu'il y ait une diffusion plus importante. Il y a des données expérimentales, mais il n'y a pas de données spécifiques, et donc il n'y a pas de recommandations particulières. En tout cas, il ne faut probablement pas changer les paramètres du ventilateur quand vous nébulisez, puisque le risque est surtout de ne pas remettre les paramètres préexistants. Et il faut savoir qu'en effet, la marge thérapeutique de la nébulisation de bêta-2-mimétique est extrêmement large, et finalement, il y a, même avec très peu de bronchodilatateurs, en fait, l'effet est relativement important. Y a-t-il une place à l'ECMO ou à l'épuration de CO2 dans ces exacerbations? Eh bien, il n'y a aucune donnée probante dans cette indication-là. Il y a des éléments, des observatoires qui montrent qu'il y a en effet des données rétrospectives et qui potentiellement rapportent des données positives. Toutefois, ça paraît difficilement recommandable en l'espèce, et les experts ont suggéré de discuter avec un centre expert dans les cas où l'acidose respiratoire ou l'hypoxémie sévère était réfractaire à un traitement médical et à une ventilation mécanique bien conduite. Et probablement que la problématique de ces exacerbations sévères étant l'hypercapnie plus que l'hypoxémie, eh bien, les techniques d'épuration de CO2 seules sont également envisageables dans ces situations extrêmes d'acidose respiratoire. Encore une fois, c'est exceptionnel. Voilà, donc y a-t-il des questions dans l'auditoire sur cette partie? Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, si on commence sur l'intubation, on nous demande est-ce qu'il faut privilégier une intubation précoce ou au contraire tardive, un petit peu la main forcée? Est-ce qu'on a les données pour répondre à cette question? Alors, on n'a pas de données pour répondre à la question du timing de l'intubation. Il faut les éléments qui vont conduire à l'intubation sont des éléments de gravité, la bradypnée évidemment, l'état de choc associé, c'est quelque chose d'évident. Le trouble de conscience associé, là, il ne faut pas se poser de questions, je pense, chez ces patients. L'intubation n'est pas quelque chose qui doit être guidé uniquement par des chiffres de gazométrie. Par contre, il est évident que c'est la clinique qui va primer dans ces cas-là. Et encore une fois, l'expérience et les discussions qu'ont eu tous les experts, c'est que finalement, ces asthmatiques intubés ventilés en réanimation actuellement
dans des secteurs qui faisaient beaucoup de pathologies respiratoires. Ça représentait 1 à 2 patients par an globalement, sans qu'il y ait plus de patients intubés ventilés. Donc, ce qui montre que les traitements, les thérapeutiques médicales sont déjà très importantes et très actives. Ok, oui, effectivement, c'est des situations tellement rares que c'est difficile de faire des recommandations. Alors, Voilà. on nous demande aussi, est-ce qu'il y a des particularités sur les drogues d'induction, quel curare, la kétamine? Aucune particularité sur les drogues d'induction et que ce soit que les experts se sont rangés aux recommandations qui avaient été faites sur l'intubation et l'extubation. Donc, on va choisir un hypnotique, que ce soit l'étomidate ou la kétamine, et un curare, que ce soit le rocuronium ou la cellocurine en fonction des contre-indications de l'un et de l'autre. Pas de posologie particulière pour les curares? Pas de posologie différente de celle de l'intubation standard, 1 mg/kg pour la cellocurine et entre 1,3 et 1,5 mg/kg pour les SNR. Pas d'intérêt à la kétamine en sédation, un peu comme agent sédatif pour ses propriétés Non. bronchodilatatrices? Il y a des propriétés bronchodilatatrices en effet de la kétamine qui sont présentes. Toutefois, il y a aussi des effets secondaires qui ne sont pas négligeables et qui sont retrouvés dans des utilisations de kétamine à doses importantes et prolongées. Et en fait, les experts, c'est pour ça que les experts n'ont pas recommandé l'utilisation systématique de cette kétamine de façon continue. Ok, on a pas mal de questions sur l'humidificateur chauffant dans ce contexte. L'humidificateur chauffant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ce qui va permettre de réduire l'espace mort et par conséquent limiter la présence d'un filtre sera le bienvenu. Donc oui, moi j'aurais tendance à dire que j'utilise un humidificateur chauffant chez ces patients. Ok, sur les modalités de ventilation, on nous demande si il faut préférer un mode contrôlé en volume ou en pression. Alors, il n'y a pas de différence sur le mode contrôlé en pression ou en volume. La seule chose, c'est que la ventilation sera beaucoup plus facilement adaptable et quelque chose qu'on pourra monitorer facilement si on est sur des volumes contrôlés, puisqu'on est garanti du volume qui est délivré, dans ces contextes où il y a des résistances qui sont très importantes et donc la problématique de la pression contrôlée et le risque d'avoir des volumes courants si on n'a pas mis des alarmes suffisamment serrées, d'avoir des volumes courants qui sont délivrés, qui sont extrêmement faibles et qui peuvent conduire à des situations catastrophiques. Donc, si on doit utiliser la pression contrôlée, il n'y a pas de souci, mais toutefois, il faut bien faire attention au volume courant qui est délivré à la ventilation minute. Ok, donc l'autre question en découle. Est-ce qu'il faut se fixer des limites de débit inspiratoire et de P crête maximale? Alors, la pression de crête maximale, il n'y a pas tellement de limite à se fixer. On se fixe la pression de plateau. Le débit, on a dit qu'on augmentait le débit de façon plus importante. Je pense qu'au-delà de 80 litres par minute de débit, il n'y a pas forcément d'intérêt. On ne gagnera pas forcément sur le temps expiratoire de façon très importante. On n'a pas discuté de ça. Encore une fois, il n'y a pas de données observationnelles qui ont regardé la façon dont étaient ventilés les patients présentant une exacerbation sévère. Il y a des questions sur le niveau de PEP, notamment en mode contrôlé en pression. Est-ce qu'il faut compenser l'auto-PEP? Et en ventilation contrôlée, en volume, y a-t-il une PEP intrinsèque maximale à tolérer? Alors, il n'y a pas de PEP intrinsèque maximale à tolérer. Encore une fois, ça va dépendre
plus on va essayer de réduire la surdistension, plus on réduira la PEP intrinsèque, enfin la PEP totale en fait. Et ce qu'on dit les experts, c'est que quand on était sur un mode en volume assisté contrôlé, à partir du moment où de toute façon les malades sont curarisés et qu'ils ne déclenchent pas le respirateur, la PEP doit être inférieure à 5 cm d'eau et généralement en fait elle doit être surveillée par la génération justement d'une PEP intrinsèque qui viendrait s'ajouter à la PEP propre du patient liée à l'obstruction bronchique. Donc, encore une fois, la PEP ne doit pas engendrer des pressions de plateau qui seraient au-delà de 28 à 30 cm. Et en pression, assistée contrôlée, de rajouter une PEP pour lutter contre la PEP intrinsèque du malade n'a de sens qu'à partir du moment où éventuellement on redonne une autonomie ventilatoire au patient. Dans les autres cas, il n'y a pas de raison, à ma connaissance, d'augmenter ce niveau de PEP. Ok, il y a beaucoup de questions, hein. Est-ce que vous avez pu déterminer des critères pour la curarisation de ces malades? Alors, on n'a pas déterminé de critères pour la curarisation des malades. Ce qui est évident, c'est que la réduction du volume minute et du volume courant de ces malades va générer potentiellement des sensations dyspnéiques chez les patients qui sont intubés et sédatés avec du midazolam et un morphinique. Et donc, c'est vrai que leur demande ventilatoire est telle que la curarisation souvent s'impose pour que la ventilation soit tolérée correctement. Et donc, il n'y a pas de critères formels, mais en tout cas, à la phase initiale, probablement qu'un certain nombre de ces malades seront curarisés et que voilà. Après, c'est une curarisation qui, comme dans les autres indications de curarisation, doit être évaluée au quotidien de l'intérêt ou pas de la poursuite de cette curarisation. Ok, alors on nous demande comment est-ce qu'on administre les aérosols avec un humidificateur chauffant? Est-ce qu'il y a des particularités? Alors, il n'y a pas de particularité. En théorie, un des éléments serait d'arrêter l'humidificateur chauffant pour éviter que les particules viennent se plaquer contre les parois, notamment de la sonde d'intubation. Encore une fois, la problématique, c'est de savoir ce qui est raisonnable de faire ou de ne pas faire. Et d'arrêter un humidificateur chauffant, pourquoi pas, à condition de le remettre en place une fois qu'on a fini la nébulisation. Et on sait bien que c'est pas forcément systématiquement fait. Donc moi, je conseillerais encore une fois, la marge thérapeutique des bronchodilatateurs est telle que finalement, avec très peu de doses, il y a un effet bronchodilatateur. Donc je n'arrêterai pas l'humidificateur, par peur justement qu'il ne soit pas remis derrière. D'accord. Je suis désolé, il y a encore pas mal de questions, mais il va falloir qu'on avance si on veut tenir notre temps. Ouais. On essaiera de répondre aux autres questions ensuite. Ok. Donc on continue. Le quatrième champ, c'était celui sur l'orientation du patient et de savoir quel patient pouvait éventuellement sortir après un séjour aux urgences et quel patient devait être hospitalisé de manière systématique. Donc je vous laisse répondre au dernier quiz. Donc quelles sont là ou les affirmations justes? Ok, donc pour une majorité, il faut surveiller de façon
au minimum 24 heures de soins de médecine intensive réanimation, prescrire des bêta-2-mimétiques de courte durée d'action, l'hypercapnie impose l'hospitalisation 67% et le traitement de fond devra être renforcé après une exacerbation. Je vais vous montrer quelles étaient les réponses. Toute exacerbation sévère d'asthme ne pourra pas être surveillée en médecine intensive réanimation. On va voir après que ça dépend aussi de la réponse au traitement initial. Par contre, en effet, à la sortie, le traitement devra comprendre un bêta-2 rédaction au minimum. L'hypercapnie est un élément de gravité et le traitement de fond devra être renforcé après une exacerbation sévère d'asthme. Et pour les patients qui n'auraient pas de corticothérapie inhalée ou qui n'auraient pas de bronchodilatateur de longue durée d'action, il faudra le suggérer après cette exacerbation et les choses seront revues dans un deuxième temps par les pneumologues. Donc, à la question pour les patients pris en charge pour une exacerbation sévère d'asthme, quels sont les critères autorisant le retour à domicile? Donc, la question a été posée de cette façon-là aux experts. Et l'avis des experts a été de dire que la décision de retour à domicile était possible après une évaluation qui prenait en compte les caractéristiques du patient, c'est-à-dire quelle est la gravité de sa maladie asthmatique sous-jacente, est-il exacerbateur fréquent ou pas, la sévérité du tableau initial, la réponse au traitement dont l'évolution du débit expiratoire de pointe et la capacité de gestion du patient au domicile et notamment la nécessité d'avoir la possibilité d'un recours au médecin traitant parce que on sait que des patients qui sont isolés socialement ont plus de risques que d'autres et donc il faut le prendre en compte quand on décide éventuellement de faire sortir une exacerbation sévère d'asthme. Les modalités de retour à domicile depuis les urgences, c'est donc quelque chose d'important. L'objectif est de réduire le risque d'événements indésirables et donc il faut prescrire un bêta-2 mimétique de courte durée d'action, la corticothérapie PEROS pour une durée courte et une corticothérapie inhalée si elle n'était pas prescrite auparavant. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque en fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre de patients asthmatiques n'ont pas de traitement de fond de manière systématique. Et donc, c'est un bon moyen, quelque part, de les récupérer. Pour ce qui est de l'hospitalisation en milieu de médecine intensive réanimation ou en réanimation, à partir d'une structure d'urgence, et bien là, en fait, il n'y a pas de critères qui soient strictement formels. Ce que les experts recommandent, c'est de discuter précocement de l'admission en médecine intensive réanimation et qu'on voit en fonction de l'évolution initiale de la réponse au traitement. Voilà, mais il n'y a pas de critères spécifiques qui ont pu être mis en évidence dans les différents travaux qui ont été menés jusqu'alors. Concernant les femmes enceintes, puisque c'est une question qui se pose et qu'il y a un certain nombre de femmes enceintes qui sont asthmatiques et qui vont exacerber au cours de leur grossesse, la réponse qui a été celle des experts a été de dire qu'il fallait traiter probablement les femmes enceintes de la même façon que la population générale et en s'attachant à renforcer le traitement de fond lors du passage aux urgences si c'était nécessaire, si elles n'avaient pas un traitement de fond suffisant et qu'il n'y a pas de la morbidité materno-fétale et pas plus élevée par rapport à la thérapeutique standard. Et donc, il faut traiter ces femmes enceintes exactement de la même façon. Y a-t-il des questions dans l'auditoire ? Alors, il n'y a pas beaucoup de questions sur cette partie-là, juste des commentaires sur le fait qu'effectivement, on recommande pas de faire des gaz du sang à tout le monde, donc potentiellement, on pourrait peut-être méconnaître certains patients, certaines inquiétudes là-dessus.
Alors, en fait, il n'est pas recommandé de faire de gaz du sang à la phase initiale de l'exacerbation sévère d'asthme. Il est évident qu'un malade qui va avoir une série de plusieurs aérosols, qui ne va pas répondre au traitement, là, les choses sont différentes et en effet, il faudra se poser la question justement de la gravité de la pathologie asthmatique qui passera par la réalisation d'un gaz du sang artériel probablement ou un gaz du sang veineux au moins pour s'assurer qu'il n'y ait pas de signes, qu'il n'y ait pas d'hypercapnie. Puis après, on a les signes cliniques également qui peuvent évoquer un certain nombre d'éléments en faveur de l'hypercapnie, la somnolence, éventuellement l'agitation du patient, l'hypertension artérielle, ce genre de choses. Donc, c'est pas antinomique du tout. On dit juste qu'au début de la prise en charge, un patient qui arrive aux urgences ou même dans un secteur de soins continus ou de soins intensifs, pour une exacerbation sévère d'asthme, il n'y a pas d'intérêt à faire un gaz du sang à la phase initiale. Il faudra commencer le traitement, voir comment il répond au traitement, et à partir de ce moment-là, on se posera la question de savoir si oui ou non il a une indication ou pas à avoir des gaz du sang. Ok, c'est très clair. Il y a une dernière question. Y a-t-il un corticostéroïde inhalé particulier à introduire en sortie d'une exacerbation sévère d'asthme et éventuellement des protocoles évalués pour la décroissance des bêta-2 de courte durée d'action? Alors, non, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de corticostéroïdes inhalés particuliers. La plupart des formes thérapeutiques actuelles sont des associations de bronchodilatateurs de longue durée d'action et de corticoïdes inhalés. C'est probablement ce qui sera prescrit en sortie des urgences et qui sera réévalué dans un deuxième temps par un pneumologue. Il est important que les patients, en effet, aient également cette notion qu'il faille consulter un pneumologue à la sortie d'une exacerbation sévère d'asthme si jamais il ressort directement par les urgences, parce qu'il y a probablement un traitement de fond en effet à équilibrer. La décroissance des bêta-2 mimétiques, elle viendra dans un deuxième temps. Là, l'objectif de la recommandation était de dire que pour les patients qui n'avaient pas de traitement de fond, il fallait leur proposer un traitement de fond. Il fallait une corticothérapie péros qui soit de 5 à 7 jours maximum et qu'il y ait un contact avec un pneumologue et le médecin traitant assez rapidement après la sortie des urgences, justement pour évaluer le traitement de fond un peu à distance. Super. Dernière question. Tu confirmes qu'on peut bien faire des corticostéroïdes à une femme enceinte en début de grossesse si elle a une exacerbation sévère d'asthme? Ah oui, sans aucune contre-indication et sans aucune hésitation. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas se poser de question que la femme soit enceinte ou pas. Elle doit être traitée exactement de la même façon. C'est-à-dire avoir les corticoïdes, avoir les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, éventuellement les anticholinergiques s'il y en a besoin, à la dose qui a été celle recommandée. Il n'y a pas de raison d'avoir une attitude différente par rapport au peu de complications materno-fétales qu'il peut y avoir avec les thérapeutiques qui sont concernés. Ok, je crois qu'on arrive au bout du temps de ce webinaire. Ok, très bien. En effet, on arrive au bout et donc je voulais uniquement vous prévenir du prochain webinar qui aura lieu après l'été, puisque les webinars font également une pause estivale. Et donc, le prochain webinar aura lieu le 20 septembre à 16 h et concernera la détresse respiratoire aiguë chez l'immunodéprimé, avec une présentation faite par Elie Azoulay, modérée par Frédéric Penn. Et donc, je vous invite à regagner ce webinar également. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et merci aux participants d'être venus assister à ce webinaire. Merci professeur Terzi, merci docteur Mariotte. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci à tout le monde.